Bonsoir. L'un était directeur de banque, l'autre syndicaliste. Ils se sont retrouvés non pas autour d'une table de négociation comme d'habitude, mais autour d'un livre. Dialogue social ou dialogue de sourds a le mérite de poser une question très chaude dans l'actualité que nous traversons. Réforme des retraites ou encore des allocations chômage, mais aussi alignement des salaires sur l'inflation. Où est ce dialogue aujourd'hui que les manifestants battent le pavé ou bloquent leurs entreprises? On en discute ce soir avec mes invités et avec vous, notamment Alexandra Nougaret. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes représentante SNUFSU Pôle emploi et là-bas aussi, on en a parlé ici, une réforme se met en place. Tout à fait. Et puis donc, Alain Condaminas, bonsoir. Vous avez Bonsoir. exercé la fonction de directeur général à la Banque Populaire. À vos côtés, Frédéric Guyonnet, bonsoir. Bonsoir. Vous présidez le SNB CFE-CGC, le premier syndicat et le plus puissant, paraît-il, du secteur bancaire en France. Bonsoir à vous, messieurs. Premier tour de table rapide, en quelques mots. Comment trouvez-vous le climat social actuel, Alexandra Nougaret? Chaud, Oui, on peut le dire. contrairement à la température que l'on vit ces derniers jours sur Toulouse. Le climat est chaud, on l'a prouvé le 19 janvier en étant massivement mobilisé contre la réforme des retraites. On en appelle à une nouvelle journée de mobilisation le 31 janvier. Et donc, on voit bien que les crispations, les frustrations et la colère grondent avec des salaires qui n'augmentent pas et un âge de la retraite qui, lui, augmente et qui, dans l'opinion publique, ne passe pas. Messieurs, quand vous avez préparé ce livre, vous attendiez à ce qu'il sorte, j'allais dire, dans ces conditions? Pas du tout. C'est un hasard absolu. Et la période que nous vivons, ça n'est pas un dialogue social, ça tout le monde l'aura compris. À mon sens, ça n'est pas non plus un dialogue de sourds. On est dans le conflit, dans la bataille. Et c'est bien dommage parce que qui dit bataille dit un gagnant et un perdant. Et quel que soit le gagnant et le perdant, mon opinion à moi, ça n'engage que moi, c'est que c'est le pays qui perdra. Frédéric Guyonnet, les syndicats reprennent un peu du poil de la bête, là, sur ce conflit notamment? Bon, on est plus visible déjà. Ouais. Mais effectivement, sur ce conflit, il n'y a pas eu de dialogue. Donc on est de suite dans l'opposition. Alors, vous le dites, hein, Alain Condaminas, il y a des patrons qui ne sont pas bons. Vous dites aussi, il n'y a pas de bonnes ou de difficiles organisations syndicales. Il n'y a que des bons ou difficiles syndicalistes, quelle que soit leur appartenance. Le dialogue social, c'est avant tout une histoire d'hommes. Ah oui, et de femmes. Et de femmes, bien sûr, j'entends. Faites attention. Oui, non. C'est clair. Je ne me permettrai pas. Nous sommes la moitié des travailleurs et des travailleuses. Tout Donc, à fait. Donc bien sûr, comme tout, c'est une question humaine, c'est une question de relations humaines. Si on veut un dialogue social, il faut que les deux parties acceptent de dialoguer. Si l'une des deux, quelle qu'elle soit, refuse, il n'y a pas de dialogue social. C'est plus facile, Alexandra Nougaret, de négocier ou de discuter avec certaines personnes qu'avec d'autres? Non, le but des représentants du personnel, c'est de pouvoir discuter avec n'importe quel interlocuteur ou interlocutrice de la direction. Donc on s'adresse à la direction, donc on a plus ou moins des affinités forcément, mais ça c'est le caractère de la relation humaine. Mais il y a des patrons ou des dirigeants plus ouverts que d'autres. Il y a des directions effectivement avec qui le dialogue social est beaucoup plus facile, où le respect des organisations syndicales et des représentants du personnel est aussi présent. Et il y en a d'autres, effectivement, il y a un certain, alors peut-être pas mépris, mais en tout cas dédain de ce que peuvent amener les représentants du personnel dans l'amélioration du cadre social et du climat social au sein des entreprises. Il y a des syndicalistes pour lesquels c'est plus facile et d'autres qui ont un certain mépris pour les patrons aussi. Oui. C'est pareil, c'est une question d'équilibre. Les syndiqués, entre guillemets, les chiffres baissaient dangereusement quand même ces dernières années. Est-ce que ça reste quand même important aujourd'hui dans une entreprise d'avoir une organisation comme celle-ci, comme les syndicats? Le nombre de syndiqués en France, en macro, effectivement, diminue. Par contre, dans le secteur bancaire, donc là où on travaille, on a un nombre de syndiqués de l'ordre de 25% qui est bien au-delà de ce qu'il y a au niveau national, 8% à peu près. Donc nous, on ne vit pas cette baisse d'encarté
comme il y a au niveau national. Alexandra Nougared. Alors, il y a certes une baisse des encartés, après il y a une baisse aussi de l'attrait, on va dire, du vote lors des élections professionnelles. Mais par contre, on voit dans l'opinion que les salariés ont vraiment de l'empathie pour les représentants du personnel et voient l'utilité qu'on peut amener. Donc il y a aussi des relations de confiance à recréer. On a pu parler des scandales dans le monde politique, il y a eu des scandales aussi dans la représentation du personnel. Donc c'est à nous aussi de pouvoir recréer le lien avec les salariés et de pouvoir renouer la confiance et leur prouver qu'on peut gagner des choses aussi pour eux en négociant avec les entreprises dans leur intérêt et dans l'intérêt général des établissements et des services. Alors, en complément, si je peux me permettre, de ce qui vient d'être dit, les syndicats tirent leur légitimité, bien sûr, du nombre de syndiqués, d'encartés, comme on dit, tirent leur légitimité aussi du taux de participation aux élections professionnelles, ce que vous venez de dire, je suis parfaitement d'accord. Elles tirent aussi leur légitimité du cadre législatif, du Code du travail, donc de la loi, qui leur donne un certain nombre de pouvoirs et qui les rend incontournables. Alors, on aime ou on n'aime pas les syndicats, ils sont là, ils sont dans le paysage, et quand vous êtes chef d'entreprise, mais c'est pareil dans la fonction publique, ou assimilé, pardon, il faut tenir compte de leur existence, et je pense qu'il vaut mieux qu'il existe des syndicats plutôt qu'il n'y en ait pas. Et vous l'expliquez relativement bien dans le sujet, justement, ce rapport-là. Alors, le conflit social du moment, c'est évidemment celui qui porte sur la réforme des retraites. Et là, tout le monde est concerné, peu importe l'entreprise ou la structure. Florilège des attentes et des revendications dans le cortège de la manifestation nîmoise. Frédéric Dott et Nadia Ali. Moi qui suis maman, aujourd'hui ça a été un sacrifice. J'ai mis de l'argent dans ma voiture pour de l'essence pour manifester contre cette réforme. Parce que je suis contre. Parce que je suis pour le fait de vivre et non pas de survivre. J'en ai marre d'entendre dire qu'ils n'ont pas fait assez de pédagogie. On nous prend pour des imbéciles quand même. Parce que j'essaie de m'informer, ça me paraît quand même injuste. Il y a plein de corps de métier qui souffrent physiquement je trouve que cette non-reconnaissance des métiers pénibles, moi, me semble insupportable. Il y a des sous, on l'a vu pendant le Covid, donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas financer les retraites et faire en sorte qu'il y ait un partage équitable. Je ne suis pas quelqu'un de rebelle en temps normal, c'est ma première manifestation. Mais du coup, là, j'avais vraiment un ras-le-bol en trop plein et dire stop. Un peu plus d'humanité dans nos lois et faites attention à nous. Prenez soin de votre société, quoi. Là, vous l'avez dit, le dialogue est bloqué, complet, puisque ça a été édicté, voilà. Et comment vous, syndicalistes, mais aussi les personnels que vous représentez, prennent cette situation qui s'impose à eux, finalement? En fait, si on revient sur la genèse de la réforme des retraites, il y a eu des concertations, il n'y a pas eu de négociation. Donc là, il n'y a pas eu de dialogue, en fait. Et on arrive à cette situation de grève parce qu'il n'y a pas eu d'écoute, il n'y a pas eu de compréhension de l'un et de l'autre, ce qu'on explique un peu. Et ben voilà, on se retrouve sur une situation de blocage avec une grève. C'était un peu le même type pas de négociation, mais pour les allocations chômage. Sur le chômage, la même chose. Il n'y a pas eu... On se retrouve sur une situation de blocage avec une grève. C'était un peu le même type pas de négociation, mais pour les allocations chômage. Sur le chômage, la même chose. Il n'y a pas eu de négociation, mais toujours la même ritournelle des concertations. Donc la concertation, c'est on échange les idées, mais à la fin, malgré tout, j'applique que ce que j'ai envie d'appliquer. Donc on avait dénoncé, là aussi, sur l'assurance chômage, on avait l'unité de toutes les organisations syndicales pour dénoncer les effets délétères de la réforme. On en paye le prix aujourd'hui. Au 1er février, elle baisse encore de 25%, malgré l'opposition, là aussi unanime. C'est plus difficile de mobiliser et d'avoir un front commun de mobilisation, parce que le chômage, c'est toujours un petit peu compliqué, mais on le voit avec les retraites. Le gouvernement a réussi un tour de force de pouvoir réunir, alors que ça faisait 12 ans qu'on ne se réunissait pas sur des mouvements sociaux, à nous réunir tous ensemble pour lutter. Donc je dois dire que par rapport à ça, il aura en tout cas gagné, oui. Et nous aurons gagné du coup sur ce terrain-là.
Et Alain Condaminas, vous qui disiez tout à l'heure, il y aura forcément un gagnant, un perdant, et c'est jamais bon, parce que c'est de toute façon le pays qui perd. Vous avez, vous, connu vous avez dirigé de nombreuses années des périodes de telle tension où finalement tout s'applique à l'entreprise et on n'a plus de marge de manœuvre. Oui, j'ai connu une grève qui était propre à l'entreprise. Les grèves nationales, c'est autre chose. C'est différent. Je veux dire, un chef d'entreprise n'a pas de prise dessus. Par contre, quand vous avez une grève dans votre entreprise, là, c'est même vous, en tant que chef d'entreprise, qui êtes directement concerné. Oui, vous l'avez vécu, vous l'avez mal vécu. Vous avez vécu ça comme un sentiment d'injustice. Absolument. Oui. Mais un patron qui aime son entreprise et qui donc, quelque part, aime et respecte ses collaborateurs, ne peut pas bien vivre une grève. C'est pas possible. Le dialogue social. Pardonnez-moi, un patron, c'est pas un robot, hein. Oui, non, mais ça, c'est un être humain. Oui. J'espère. Donc il a des émotions, lui aussi. Il manquerait plus que ça. Oui, alors, le dialogue social, alors on le voit, c'est parfois aussi un peu un théâtre de posture, etc. Mais alors nous, évidemment, on n'a pas le droit de rentrer, nous les journalistes, au milieu Alors qu'est-ce qu'on montre ? On montre des interviews, on montre le piquet de grève, mais tout ce qui se passe derrière, c'est aussi un jeu, quelque part, un jeu de scène, mais de pouvoir aussi. Oui, c'est des jeux de posture, c'est des jeux... Alors c'est beaucoup de travail, une négociation, puisqu'on essaye d'aller chercher le maximum, quand on est syndicaliste, de ce que peut donner l'entreprise. Et pour ça, il faut qu'on aille chercher des arguments, il faut qu'on aille les chercher dans leur retranchement. Et donc, voilà, c'est toute une période de négociation, c'est long. Donc c'est souvent résumé effectivement en quelques phrases, mais il y a des heures de travail derrière. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous racontez, vous, votre première grève, Frédéric Guyonnet, et vous décidez d'aller voir les salariés, leur demander, voilà, quelles sont leurs revendications, qu'est-ce qu'ils attendent. Et là, d'un salarié à l'autre, les revendications sont totalement différentes. Même opposées. Et même opposées. Alors, est-ce qu'on n'a pas le sentiment aujourd'hui aussi parfois que chacun finalement veut des choses qui l'arrangent lui et que les grandes luttes collectives disparaissent? Là, on a la réforme des retraites qui nous prouve que les luttes collectives existent comme vous dites, toujours, bien évidemment. Macron a réussi tout à fait. à unir mais c'est tout le vrai monde. Que vous avez raison, l'organisation du travail avec l'individualisation des relations au travail, de par des entretiens professionnels annuels qui individualisent la relation, ont coupé des collectifs de travail. Et donc c'est vrai que pouvoir arriver à travailler collectivement à des revendications communes, c'est délicat. Pour autant, on y arrive, si on maintient le travail de terrain en proximité avec les salariés, on arrive à pouvoir du coup échanger avec eux et pouvoir construire des revendications dans lesquelles ils vont se retrouver. Alors bien évidemment, on ne va pas retrouver toujours 100% des revendications, mais là moi je vois à Pôle emploi il y a peu de temps, on a réussi à avoir des revendications qui étaient communes à 100% du personnel. Malheureusement, on n'a pas pu réussir à aboutir positivement pour l'ensemble des salariés, mais on avait eu cette faculté de pouvoir aller à la rencontre et de pouvoir du coup travailler et avoir une ligne de conduite qui était commune. Une négociation, c'est un point de rencontre en fait. Alors un syndicat qui ne signe jamais les négociations ne sait pas négocier, donc ne sert à rien. Ça, c'est ce que vous écrivez. Frédéric Guyonnet, vous vouliez rajouter quelque chose, Alain Condaminas? Oui, pour ajouter à ce qui vient d'être dit, c'est que le télétravail n'arrange rien à la chose, que ce soit pour les syndicats, parce que vous parliez de proximité, où est la proximité? Ou que ce soit pour les dirigeants, pour les fonctionnaires, pour le management, pour l'animation, pour la culture d'entreprise. Le télétravail, à cet égard, est incontournable, on ne reviendra pas dessus. Mais c'est une vraie catastrophe. Oui, ça change complètement une fracture sociale dans l'entreprise, dans les rapports. Tout à fait. Mais c'est beaucoup plus délicat de pouvoir se connaître, détecter aussi les signaux faibles quand l'un ou l'autre ne va pas bien, quand il y a un malaise social. C'est beaucoup plus diffus à faire remonter. Et du coup, ça peut rompre certains liens. Et on est là pour essayer de trouver aussi des parades, si je puis dire. Alors les directions aussi y travaillent, pour maintenir ce lien-là et maintenir le collectif qui est le plus important. On va reprendre le dialogue dans quelques instants, mais alors vous savez, chez nous, c'est le temps qui est roi aussi, qui dicte aussi ses revendications. Il est déjà 18h53 sur France 3 Occitanie. Et comme tous les soirs, vous le savez, certains d'entre vous ont rendez-vous avec leurs éditions locales, les autres. Vous restez avec nous, le dialogue social notamment se poursuit. Dialogue social ou dialogue de sourds, c'est le titre du livre de deux de nos invités. Aujourd'hui, c'est aussi la question qu'on continue à se poser ici. Benoît Roux, bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes en pleine période d'inflation, ça n'a échappé à personne évidemment, et les sempiternelles
NAO, négociations annuelles obligatoires sur les salaires, ont été particulièrement difficiles à négocier cette année, non? Oui, et la faute, vous l'avez dit, c'est l'inflation. Rappelons qu'elle était de 5,2% en 2022, 3 fois plus qu'en 2021, d'où l'importance de ces négociations annuelles obligatoires, notamment sur les salaires et de mesures individuelles. Quelles étaient? Bien, c'est devenu des demandes d'augmentation générale. En mars dernier, chez Airbus, les syndicats ont obtenu la plus forte augmentation de salaire sur les 20 dernières années, plus 6,8%, lissé sur 2 ans, mais insuffisant au vu de l'inflation. Et souvent, ça génère des conflits sociaux, notamment dans les secteurs de pointe où les bénéfices sont conséquents et les salariés peu récompensés. Exemple chez ATS Marle, basé à Alès dans le Gard, une entreprise qui fabrique des prothèses médicales. 1 mois de conflit, des syndicats qui demandaient plus 7,5% d'augmentation et la direction n'en a proposé que 2. Sans surprise, il y a peu d'exemples où le conflit social a pu entraîner des augmentations de salaire supérieures à l'inflation. Et certaines entreprises avaient anticipé, comme Tisséo à Toulouse. Absolument, et c'est un cas assez unique en Occitanie. Un accord chez Tisséo, le réseau de transport toulousain, lors de la NAO de mars 2022 qui prévoit l'indexation des salaires sur l'inflation, plus 1% d'augmentation immédiatement avec une prime de 175 €. Et puis le reste, c'est une clause de sauvegarde pour 2023 et donc une augmentation en fonction de la hausse des prix. Concrètement, ça devrait entraîner plus 5% ce mois de janvier, rétroactif sur 2022. Évidemment, la direction de Tisséo a tenté de revenir sur cet accord, refus des syndicats. La négociation du mois de mars s'annonce donc beaucoup plus compliquée et l'accord moins favorable. Merci Benoît, et on se doute que ce ne sera pas le cas que dans cette entreprise, évidemment. Vous êtes content, Alain Condaminas, de ne pas avoir eu à négocier CNAO cette année? Non, j'en ai connu de difficiles, donc on l'aurait fait. Et puis on se connaît bien avec Frédéric Guillonnet, donc on y serait arrivé. Oui, oui, ça aurait pu donner un deuxième tome. Deuxième tome. C'est difficile cette année, hein, plus compliqué. Plus que d'habitude. Compliqué, et notamment pour le secteur bancaire, qui est un des rares secteurs où, en plus de la situation inflationniste qu'on vit, on a eu aussi des informations, le gouvernement, le ministre de l'économie a interdit les banques d'augmenter les tarifs. Donc, que les entreprises ne peuvent pas répercuter sur la hausse de la masse salariale. Voilà. Donc, c'est encore plus compliqué. CNAO, cette année, ça a été pour les syndicats aussi l'occasion de se repositionner quelque part. Bien sûr, de pouvoir revendiquer la juste rétribution des salariés qui, malgré tout, ont œuvré sur des périodes bien difficiles. Donc oui, ça a été difficile. C'est vrai qu'on n'a pas pu gagner à hauteur des niveaux d'inflation. Pour autant, les luttes sur le département Haute-Garonne ont été très nombreuses. Il y a eu des luttes payantes. Donc on espère que sur 2023, on aura moins à lutter et qu'on gagnera beaucoup plus facilement avec un dialogue moins de sourds et que chacun, du coup, acceptera de payer, de rétribuer, d'augmenter les salaires comme il se doit. Pour terminer, un dernier tour de table. Quel conseil vous donneriez en termes de dialogue social, Alain Condaminas, à un dirigeant qui démarrerait, entre guillemets? Qu'ils connaissent les syndicats et les syndicalistes, qu'ils fassent leur connaissance, que peu à peu, c'est une longue bataille, c'est gagner la confiance mutuellement. On sait que la confiance, elle se gagne pas à pas, mais elle part au galop, donc il faut du temps. Et je crois qu'après, c'est une question de respect, de considération, ce qui ne veut pas dire tout lâcher. Hein. Oui, bien sûr, oui. Parce que vous dites il y a des patrons Père Noël. Et c'est pas moi qui dis. Oui, c'est vous qui parlez des patrons Père Noël et vous dites les patrons Père Noël, c'est aussi très dangereux, notamment pour la pérennité de l'entreprise. Quel conseil vous donneriez, vous, alors, pour le coup, un syndicaliste qui prendrait des fonctions aujourd'hui dans ce climat ô combien électrique? Alors, on n'est pas toujours d'accord avec Condaminas, mais sur le coup, vous avez remarqué. Effectivement, il faut un peu de temps, il faut apprendre à se connaître, il faut se rencontrer, il faut se parler, il faut se comprendre. Et avec ça, normalement, on commence à bâtir quelque chose. Un bon dialogue social. Même question pour terminer en 30 secondes. Il faut s'impliquer, il ne faut pas avoir peur de s'impliquer. Le travail de représentant du personnel est passionnant, le travail de négociation est passionnant, ça s'apprend, on est collectivement tous là pour s'écouter et obtenir des choses, parce que malgré tout, on est censé œuvrer pour la même chose, l'intérêt général donc d'une entreprise privée ou d'un service public. On a les mêmes missions, donc on doit pouvoir réussir à s'écouter, dialoguer
et à pouvoir gagner quand même mutuellement des aspects. Parce que si nous on gagne, l'entreprise gagne en climat social aussi. Merci à vous trois en tout cas, et tout ce qu'on a dit, ou quasiment, est dans cet ouvrage, Dialogue social ou dialogue de sourds. Alain Condaminas et Frédéric Guyonnet, c'est aux éditions Vérone. Demain, en pleine période de Parcoursup, le 18-30 se demande comment on peut réussir sans le bac. Voilà. D'ici là, eh bien, vous avez rendez-vous avec votre météo et vous allez voir que ça va continuer à piquer. Et vos éditions régionales. Bonne soirée sur France 3.